Ce qui s'est passé la nuit dernière à Berlin est historique. Vous ne pouvez pas vous imaginer pour un Allemand de l'Ouest. Le soir du 9 novembre 1989, le mur de Berlin chute, emportant avec lui le rideau de fer qui divisait alors l'Allemagne mais aussi l'Europe depuis plusieurs dizaines d'années. Synonyme de liberté et vecteur d'un enthousiasme général, la chute du mur entraîne, moins d'un an après, la réunification de l'Allemagne, divisée depuis 1989 entre la République fédérale d'Allemagne à l'ouest et la République démocratique allemande à l'est. L'Allemagne ne fait désormais plus qu'un, et beaucoup d'espoirs sont ainsi placés dans l'avenir qu'on annonce bien meilleur. Mais si le mur allemand n'existe plus depuis 1989, les frontières économiques et sociales entre les deux territoires semblent encore bel et bien présentes aujourd'hui, et notamment dans le paysage footballistique. Cette saison par exemple, alors que l'Allemagne de l'Est représentait 20% de la population du pays et 30% de sa superficie, seulement deux clubs de l'ex-RDA évoluent en Bundesliga, Leipzig, possédé par Red Bull, et l'Union Berlin, tout juste promu. A noter que de son côté, le Hertha Berlin ne peut pas être qualifié de club appartenant à l'ancienne Allemagne de l'Est, dans la mesure où il réside du côté ouest de Berlin, qui appartenait à la RFA. Pire encore, les anciens cadors de l'Oberliga, le championnat est-allemand jusqu'en 1991, évoluent aujourd'hui pour la très grande majorité d'entre eux dans les bas-fonds du football allemand, à l'image du Dynamo Berlin, 10 fois sacré champion entre 1979 et 1988, et aujourd'hui en 4ème division. Alors comment la réunification du pays a entraîné la chute des clubs est-allemands en seulement quelques années, entre décalage économique, dirigeants incompétents, libéralisation politique ou encore fuite des talents? On va voir ça dans cette vidéo, c'est parti. Gardes frontières est-allemands commençaient d'ouvrir des brèches dans le mur de Berlin. Dieser 9. November ist ein historischer Tag. Die DDR hat mitgeteilt, dass ihre Grenzen ab sofort für jedermann geöffnet sind. In the words, Ich bin ein Berliner. Le 7 octobre 1949, la République démocratique allemande est fondée par les communistes allemands, alliés de l'URSS, en réponse à la création quelques mois plus tôt par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis de la RFA. Politiquement affiliée au pays de Staline, la RDA s'apparente d'entrée à un régime autoritaire et voit le sport comme un moyen central pour montrer à sa population, mais aussi au reste du monde, le prestige et la puissance du modèle communiste. Privilégiant au départ les sports individuels qui permettent au pays de remporter de nombreuses médailles lors des Jeux Olympiques, les dirigeants politiques est-allemands vont peu à peu se rendre compte de la force du football, véritable opium du peuple. Ainsi, 10 clubs, plus ou moins directement chapeautés par l'État, sont créés dans les années 50 et beaucoup d'argent est alors investi. Évoluant en Oberliga et né de la fusion des clubs sportifs de la Stasi, du ministère de l'Intérieur et des Douanes, le Dynamo Berlin est le parfait symbole de la mainmise de l'État sur le football. Le club de la capitale est en effet directement financé par le parti et est protégé par la Stasi, qui n'hésite pas à promouvoir le dopage et à corrompre les arbitres pour faire briller l'équipe. Cet interventionnisme étatique mais frauduleux est d'ailleurs plutôt efficace puisqu'entre 1979 et 1988, le Dynamo remporte consécutivement 10 titres nationaux. Mais au-delà d'appuyer le club berlinois, l'État est-allemand dépense également beaucoup d'argent dans la formation des futurs joueurs du pays afin qu'aucune pépite ne passe entre les mailles du filet. Et à partir d'août 1961, cette politique de repérage des talents va être encore plus importante dans la mesure où tout passage de l'Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest va être rendu impossible et interdit à travers la construction du mur de Berlin et le renforcement des contrôles sur le rideau de fer dans la section interallemande. Ainsi, un joueur est-allemand talentueux est un joueur qui devrait passer toute sa carrière dans son pays natal et pourra potentiellement faire briller les clubs locaux sur la scène européenne ainsi que la sélection nationale, ce qui va inciter les dirigeants politiques est-allemands à investir toujours plus d'argent dans le football, même si en réalité certains joueurs est-allemands profitent des compétitions européennes et internationales pour quitter leur pays et s'installer à l'ouest, même si le phénomène reste assez minoritaire. Entre 1970 et 1989, 3 équipes de la RDA vont vraiment briller en C2, la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, avec tout d'abord le FC Magdebourg qui, en battant le Milan AC 2-0, remporte l'édition 1974, avant que le FC Carl Zeiss atteigne la finale en 1981,
tout comme le Lokomotiv Leipzig, finaliste malheureux en 1987 après une défaite 1-0 face à l'Ajax Amsterdam. La sélection nationale, quant à elle, véritable étendard international du pays, réalise elle aussi plusieurs performances notables, remportant notamment une médaille de bronze au JO 72 et une médaille d'or à Montréal 4 ans plus tard. En 1974, l'équipe de la RDA s'impose même face à son ennemi voisin, la RFA 2-1, une victoire alors historique. Mais en 1989 donc, tout va s'effondrer pour le football est-allemand. Le mur chute, tout comme le rideau de fer, l'Allemagne se réunifie, les championnats de football aussi. Et comme l'a affirmé plus tard Thomas Doll, ancien joueur de l'Eintracht Francfort, l'Allemagne réunifiée était ce qui pouvait arriver de pire aux clubs de l'Est, mais dans le même temps, ce qui pouvait arriver de mieux aux joueurs de l'Est. Si la frénésie et l'enthousiasme sont au départ les maîtres mots en Allemagne après la chute du mur puis la réunification, la population est-allemande, tout comme les entreprises et les clubs de football, vont rapidement déchanter. En effet, la transition entre une économie planifiée et communiste à un modèle beaucoup plus libéral et capitaliste apparaît rapidement compliquée, voire impossible. L'ex-RDA connaît alors un déclin industriel important et beaucoup d'entreprises privatisées vont faire faillite. Les clubs de football sont eux aussi lourdement impactés par ce passage à un modèle de réunification pour lequel ils n'étaient pas préparés, un modèle qui les plonge alors dans une crise profonde. En effet, après la réunification, les clubs de l'ex-RDA ne bénéficient plus de l'appui économique de l'État. Sans sponsors, pas habitués aux opérations marketing ou encore aux contrats d'affiliation, les clubs ont alors besoin d'un financement actif mais ne peuvent pas compter sur les entreprises est-allemandes qui luttent pour leur survie. Ainsi, là où le Bayern Munich est appuyé par Allianz et Wolfsburg par Volkswagen, la grande majorité des clubs situés dans l'ancienne Allemagne de l'Est se retrouvent sans sponsor et donc financièrement très défavorisés et instables. En difficulté financière donc, les clubs de l'ex-RDA le sont également en termes d'adaptation managériale au nouveau modèle. En effet, ce changement financier du football va mettre en avant les incapacités des dirigeants est-allemands qui n'étaient alors tout simplement pas préparés à cette transition brutale. Dès 1990, de nombreux clubs ne savent pas comment gérer leur budget, ils sont alors plongés dans un monde qu'ils ne connaissent pas, entourés de sommes colossales pour l'époque, et beaucoup vont alors faire tout simplement faillite. Confrontés donc à un modèle dans lequel ils n'ont ni les finances, ni les infrastructures, ni même les connaissances pour s'adapter et gouverner efficacement, les clubs est-allemands sont sans repère et achètent même parfois pour des sommes complètement folles, des sommes injustifiées, des joueurs au niveau assez décevant. Ancien footballeur professionnel passé par le FC Carl Zeiss Jena, Hervé Boschud a d'ailleurs parfaitement rendu compte dans une interview donnée assez récemment de cette mauvaise gestion de la part des clubs est-allemands à travers son expérience personnelle. Lorsqu'ils m'ont fait signer, les dirigeants avaient déclaré avoir construit un bon budget sur un match de Coupe d'Allemagne joué la saison précédente contre Dortmund. Mais dès le début du second tour, au printemps, les caisses étaient vides, alors ils ont voulu virer 6 joueurs en bricolant des motifs de licenciement, c'était honteux. Et ces difficultés vont s'amplifier en 1995 avec l'arrêt Bosman, entraînant une libéralisation toujours plus poussée du football et des transferts. On assiste alors dans l'ex-Allemagne de l'Est à une fuite des talents vers l'Ouest, une fuite entamée dès la chute du mur avec notamment le transfert d'Andreas Thom à Leverkusen alors qu'il était quand même considéré comme le meilleur attaquant est-allemand de l'époque, mais aussi le transfert du futur Ballon d'Or Matthias Sammer du Dynamo Dresden à Stuttgart en 1990. Faute d'infrastructures et de centres de formation modernes et adaptés, les clubs de l'ex-RDA, pillés par les achats à outrance des anciens clubs de l'Ouest, peinent alors à assurer un renouvellement de talent pourtant essentiel. Enfin, la dernière raison qui justifie que la réunification a véritablement tué les anciens clubs d'Allemagne de l'Est, c'est qu'en plus de renforcer la faiblesse économique des clubs de l'ex-RDA, cette réunification a également mis en avant la faiblesse sportive de ces derniers. En 1991, lorsque les deux championnats, la Bundesliga et l'Oberliga fusionnent, seulement 2 équipes est-allemandes sur 16 intègrent la Bundesliga, le Hansa Rostock et le Dynamo Dresden. Les autres clubs de la première division est-allemande sont quant à eux reversés en 2e et en 3e division allemande, une aberration pour les supporters, mais un choix finalement assez logique quand on s'intéresse au niveau sportif réel de ces équipes. D'ailleurs, dès 1992, le Hansa Rostock, dernier champion est-allemand, est relégué, tout comme le Dynamo Dresde 3 ans plus tard.
Financièrement et sportivement tout simplement pas adaptés aux nouvelles normes imposées en 1990, la quasi-totalité des clubs qui évoluaient en première division est-allemande à l'époque sont aujourd'hui des clubs amateurs ou ont tout simplement disparu aux grandes dames des supporters locaux. Aujourd'hui, seulement 2 équipes situées dans l'ex-Allemagne de l'Est évoluent en Bundesliga, le RB Leipzig et l'Union Berlin. La frontière, géographiquement supprimée, est ainsi toujours en place au niveau du football. La preuve en est notamment avec la disparition rapide des clubs qui brillaient en Oberliga, mais également à travers le faible nombre de grands joueurs allemands formés en Allemagne de l'Est. Ainsi par exemple, lors du sacre mondial en 2014, seulement un seul joueur de la Nationalmannschaft avait grandi en ex-RDA, Toni Kroos. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est le principal. Dites-moi les gars dans les commentaires si vous avez des idées d'autres vidéos, pourquoi pas, sur des clubs ou sur des pays, etc. Bref les gars, c'était Val, j'espère que vous avez apprécié, peace.